Le frein numéro 2 qui fait en sorte que ta douleur pourrait ne pas progresser autant que tu le veux, même si tu fais tes exercices correctement. Et un problème extrêmement commun aujourd'hui, c'est le stress mental. Fait que l'impact du stress sur la perception de la douleur. Fait qu'aujourd'hui, on va démystifier quel impact. Est-ce que ça a réellement un impact? Est-ce que le fait d'être stressé peut vraiment affecter nos niveaux de douleur? La première chose à comprendre, c'est on a un système nerveux qu'on appelle autonome, qui soit dit en passant, on dit autonome parce qu'on n'a supposément pas le contrôle dessus. Et il y a pourtant certaines personnes qui font des prouesses. Si vous ne connaissez pas Wim Hof, qui est The Iceman, qui établit des records, qui est capable d'augmenter sa température là, interne. C'est toutes des choses qui font partie du système nerveux autonome. Donc, soi-disant, on n'a pas le contrôle dessus, c'est pour ça qu'on l'appelle autonome, mais il y a des personnes qui défient la logique et qui nous montrent que finalement, c'est peut-être un système nerveux moins autonome qu'on le pense. Fait que, bref, parenthèse fermée. Le système nerveux autonome se divise en deux branches, le sympathique ou le parasympathique. Un truc, c'est le système nerveux sympathique. C'est le système nerveux qui est, on dit, sympathique à notre survie. Ça veut dire qu'il nous aide à combattre le danger. Le système nerveux parasympathique, lui, c'est un système nerveux plus relax, quand on est en mode relax. Fait que le système nerveux sympathique nous prépare à la fuite ou au combat, fight or flight. Le système nerveux parasympathique, lui, au contraire, il nous prépare au repos et à la récupération. Le système nerveux sympathique s'active en situation de stress, tandis que le parasympathique s'active en situation où on est en état de relaxation. Les hormones qu'on va sécréter ne sont pas les mêmes. Quand on est en danger, on va sécréter de l'adrénaline, noradrénaline, cortisol. En parasympathique, on parle plus d'acétylcholine et autres. Évidemment, là, je ne vais pas rentrer dans les gros détails. Évidemment, quand on est en danger de survie, notre rythme cardiaque augmente, tandis qu'il diminue quand on est en état calme. Nos bronches se dilatent quand on est en danger, tandis que quand on est relax, notre rythme respiratoire diminue. La pression sanguine qui augmente et qui va aussi acheminer le sang vers les muscles quand on est en situation de danger. Et au contraire, quand on est en mode relax, ça va plutôt être dirigé vers les organes. Puis finalement, l'apport sanguin vers le système digestif va être diminué. Justement, ça s'en va vers les muscles quand on est en danger. Tandis que quand on est en mode parasympathique, c'est là que le sang va être dirigé plutôt vers l'estomac pour favoriser une meilleure digestion. Donc, on résume ça en un mot, le système sympathique est là pour la survie. Quelles sont les menaces pour notre survie aujourd'hui? Bien, il y en a plein. Je vais en nommer quelques-unes qui sont communes. La sécurité financière, le statut social. Fait que quand on est plus jeune, peut-être les réussites scolaires, puis quand on est plus vieux, les réussites professionnelles. Est-ce que notre job nous fait sentir valorisé? Les relations amoureuses, il y en a pour qui ça peut être stressant des fois, être rendu à un certain âge et pas trouver de conjoint-conjointe ou être dans une relation toxique ou une relation qui ne fonctionne tout simplement plus, mais là, on a les enfants, la maison et tout ça. Fait que tout ça, c'est des situations par rapport au statut social qui peuvent être stressantes et une menace pour notre survie, entre guillemets. L'acceptation et l'appartenance. Hein? Fait que le fait de vouloir plaire aux autres, des fois de ne pas vouloir s'obstiner ou de faire valoir notre point de vue. Un horaire chargé, hein? Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est rendu la norme plus que d'autres choses. Santé, fait que des fois un virus, des problèmes physiques, des maladies, ça peut être mental aussi. La douleur, hein? Fait que ça vous concerne précisément. Sinon, vous ne seriez pas dans le programme. La performance, beaucoup aussi que je vois qui font le programme. La performance, c'est important, on s'entraîne, hein? Fait que faut rentrer nos entraînements, il faut augmenter nos charges, etc. Fait que tout ça peut être relié à notre survie. Puis là, tu vas te dire, ben non, je ne m'entraîne pas, moi, parce que je suis en danger de survie. Si on creuse vraiment loin jusqu'à l'enfance, puis des fois, ça peut être poussé ou tiré par les cheveux pour certains, mais je vais être bien transparent puis m'ouvrir ici. Moi, la raison pourquoi je suis autant
assidu depuis 19 ans sur mes entraînements, c'est parce que je ne veux pas retourner au petit gars qui était tout mince et qui manquait de confiance. En quelque sorte, c'en est une question de survie. C'est la survie de notre identité. Aujourd'hui, je m'identifie à quelqu'un qui est plus confiant, qui est fort, qui a une certaine apparence, puis demain matin, je perds ça. Ça me fait peur, c'est sûr. Combien d'entre vous se sentent 100%, j'ai dit satisfait, mais disons sécure, confortable dans tous ces aspects-là? Sûrement pas beaucoup. Fait que tout ça amène un cercle vicieux. Quand le système nerveux sympathique est activé, scientifiquement parlant, il y a des corrélations entre ça et l'augmentation de la perception de la douleur. Ce qui fait qu'on a plus mal. Puis quand on a plus mal, danger de survie, système nerveux sympathique s'active et ainsi de suite, ça fait une boucle qui tourne. Par exemple, si je reviens ici, là j'ai écrit douleur, mais on peut mettre le manque de sommeil. Manquer de sommeil peut aussi activer le système nerveux sympathique. Augmentation de la douleur. J'ai mis une étude ici qui a démontré ce fait-là. Une méta-analyse en plus. Donc, les gens qui ont qui ont une déprivation de sommeil, là, c'est des gens qui vont souvent percevoir les niveaux de douleur comme étant plus élevés. Stress, anxiété chronique. Même chose ici. Les gens qui sont stressés, les gens qui font face à des situations stressantes, là, ils mettent ça dans les études, ils font faire des tests et tout ça, ils exposent les gens à des situations stressantes. Il y a une corrélation entre ça et les niveaux de douleur plus élevés. Et quelque chose qui n'est pas très, très commun à parler, mais nos croyances face à la douleur. Puis ça, là, il y a un livre qui illustre ça vraiment bien, qui est You Are the Placebo par Joe Dispenza, que j'adore. L'effet placebo, on connaît tout ça. Puis le fait d'avoir une croyance positive face à un médicament, à un traitement, même face à quelqu'un, puis dire hey, oui, lui, je le sais qu'il va m'aider, lui ou elle, ben juste ça peut souvent aider. Mais l'effet contraire existe, l'effet nocebo. Si tu es quelqu'un qui capote à chaque fois qu'il y a un petit bobo, si à chaque fois tu cherches mille et une causes, ou c'est sûr, encore une fois, ça a été prouvé, l'impact de nos croyances face à notre douleur sur les niveaux actuels de la douleur. Il faut faire attention face au diagnostic. Donc là, je ne suis pas en train de dire, tu as tel diagnostic, jette ça aux poubelles, ça ne vaut rien. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est souvent très rapide en tant qu'humain à chercher c'est quoi le problème. On est comme, je le sais que j'ai un problème, j'ai mal, il y a quelque chose, tu vas voir le médecin, non, 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 tout est beau, tu te sens ignoré, tu fais des recherches, tu vas sur Google, va voir un autre médecin, investigue. Puis là, il y en a un qui dit, ah ben, ton médecin il a dit qu'il n'y avait rien, mais moi, je vois sur le rayon X que tu as de l'arthrose. Ah, c'est ça, je le savais qu'il y avait un problème, j'ai de l'arthrose. Et là, tu es en train de nourrir une croyance. Quand il y a nombre et nombre d'études qui démontrent qu'il y a plein de gens avec de l'arthrose qui n'ont pas de douleur. OK? Fait qu'il faut faire attention au diagnostic. Il faut faire attention de ne pas se coller des étiquettes et de se créer une histoire autour de ce diagnostic-là. Est-ce qu'il peut y avoir une relation entre le stress et les niveaux d'inflammation? La réponse est oui. Fait que si on regarde sur le coup, en fait, notre corps est une machine pour notre survie. Fait que pourquoi il créerait quelque chose, une réaction face au stress qui est nocive? La réponse est ici. La vérité, c'est que le stress a des effets bénéfiques. Dans le temps qu'on était des prédateurs ou des proies, eh bien, c'était pas compliqué. On n'est pas stressé, autre que quand il y a un danger pour notre survie, on combat le danger ou on le fuit, c'est terminé. Pendant cette situation-là, on va sécréter, comme j'ai dit, adrénaline, noradrénaline et cortisol. Le cortisol, on en entend tout le temps parler aujourd'hui. Hein? C'est comme rendu le responsable de tout. Le cortisol a en fait des effets bénéfiques. Il s'en va se lier à ce qu'on appelle les récepteurs glucocorticoïdes pour avoir une action anti-inflammatoire. Fait que là, tu vas me dire comment ça, d'abord, que les niveaux de stress élevés peuvent amener une augmentation de l'inflammation. De la même façon que l'insuline, qui est une hormone
très essentielle pour notre santé et notre survie. Si on mange du sucre, elle prend le sucre et l'amène, à travers certains récepteurs, à rentrer dans la cellule. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans l'abondance. Il y a du sucre partout. Fait que si on mange du sucre, qu'est-ce qui se passe? C'est correct. Si on mange du sucre en masse, quotidiennement, pendant des années, les récepteurs se désensibilisent. Et là, notre insuline n'exerce plus la même action. Elle n'est plus autant efficace à remplir son rôle. Fait que le cortisol, même chose. Si on a du stress, non pas dans le court terme, mais chronique, tout le temps, ben on sécrète du cortisol de façon prolongée. Et là, qu'est-ce qui arrive? Les récepteurs se désensibilisent, sont tout le temps exposés au cortisol. Donc, l'action du cortisol devient moins efficace. Ce qui fait que son rôle de descendre l'inflammation n'est plus aussi bien rempli. Et là, dans le long terme, ça crée une augmentation de l'inflammation et potentiellement de la douleur. Et là, c'est important, il y en a qui vont dire non, j'ai fait un test, j'ai fait une prise de sang, mon cortisol, il est normal. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tes niveaux de cortisol peuvent être normaux, puis tu peux avoir des récepteurs insensibles à l'action du cortisol. Tout comme c'est le cas avec la glycémie. Tu peux avoir une glycémie normale, mais ça se peut que si on testait ton insuline, bien là, ton insuline est beaucoup plus élevée que quelqu'un de normal pour maintenir tes taux de glucose à un niveau normal. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait que tout ça pour dire, là, c'est pas parce que ton cortisol est normal que tu as des niveaux de stress normaux puis que tout va bien, là. Puis c'est important de travailler avec un thérapeute qui prend en compte ces variables-là. Sommeil, récupération, les traumas de l'enfance, l'anxiété, et qui va référer aux bonnes personnes pour faire des tests plus poussés. Ces trois-là ici sont souvent testés dans le système public. Ces deux-là, plus ou moins. C'est pour ça que je les ai mis en orange. Mais ça peut être super intéressant de trouver quelqu'un qui va être ouvert à tester ça. Puis les médecins de famille, tu peux tomber sur un bon comme tu peux tomber sur quelqu'un d'ultra borné qui va te dire ben non, pas besoin de ça. Fait que dans le fond, ce cercle-vicieux-là qu'on a établi tantôt, si on veut diminuer notre perception de la douleur, il va falloir diminuer ce qui semble être un danger pour notre survie et il va falloir activer le système nerveux parasympathique pour descendre le système nerveux sympathique. Et là, je ne suis pas en train de dire le système nerveux sympathique, c'est l'ennemi. Là. On se comprend. Il est là pour notre survie. Fait que tout est une question de balance, d'équilibre. Fait que si on a établi que le système nerveux sympathique est là pour notre survie, tout ce qui est nos besoins fondamentaux, bien, si on va travailler pour combler nos besoins sur notre famille, avoir un endroit où loger, tout ce qui est économiser de l'argent pour plus tard, on pense à demain, on pense à quand on va être à notre retraite. L'exercice, exercice aussi pour être en santé jusqu'à temps qu'on soit plus vieux, aussi pour être satisfait de son apparence. Ça, là, c'est quelque chose qu'il n'y en a pas beaucoup qui osent s'admettre, mais calique. La majorité des gens qui s'entraînent vraiment assidûment et qui ont des bons résultats, là, ils font beaucoup parce que ils se mettent une certaine pression sociale d'avoir l'air de quelque chose. Les saines habitudes de vie par peur d'être en mauvaise santé. En passant, là, tout ça ici, je fais l'atelier aujourd'hui, c'est toutes des choses qui je creuse de moi aussi, là, tu sais. Fait que les saines habitudes de vie par peur d'être en mauvaise santé, ça, pour moi, c'est sûr que c'est quasiment une phobie pour moi, la maladie. Puis je pense qu'on veut tout pas pogner un cancer ou peu importe, là. Anxiété de performance aussi, beaucoup de personnes dans le programme que je vais voir qui se mettent beaucoup de pression. Faire passer les autres avant soi, donc satisfaire les besoins de tout le monde avant les nôtres. Tout ça, ça fait partie de notre survie. Et quand on regarde ça avec du recul, tout ce qui est sensation désagréable est là pour nous, pour venir satisfaire notre survie. Hein? Si on sentait jamais la faim, ben, on crèverait de faim. Même chose pour la soif. Quand on est insatisfait, hein, on veut tout repousser l'insatisfaction, mais c'est un message. C'est là pour nous dire qu'il y a quelque chose dans notre situation actuelle qui doit changer. La déprime,
la peur, la solitude, encore une fois, la douleur en majuscule, ce sont tous des messages qui sont là pour nous aider à mieux survivre. Et là, la balance, ça c'est super intéressant parce que, drôle de coïncidence que je présente cet atelier-là aujourd'hui, mais je suis en train de lire un livre d'une experte sur la dopamine et ça fait plusieurs podcasts que j'écoute avec cette experte-là. Puis, ce qu'elle établit, en fait, c'est que dans les recherches, ça a été démontré que la douleur et le plaisir sont gérés par le même centre de contrôle au niveau du cerveau. Fait que, autant que ça semble être deux choses opposées, en fait, c'est deux côtés de la même médaille. Et aujourd'hui, puis je dis aujourd'hui, mais en fait, je pense que ce qui rend l'humain humain, en fait, ce qui nous différencie des animaux, c'est notre capacité à s'adapter pour essayer de souffrir le moins possible. On a créé des outils, on a créé le monde dans lequel on vit en ce moment pour fuir la douleur et la souffrance. On veut tout rendre notre vie plus facile. C'est pour ça qu'on a des autos, c'est pour ça qu'on a des divans, c'est pour ça qu'on a des TV, des jeux vidéo, c'est pour ça qu'on a des drogues, des médicaments. Bref, je pourrais continuer longtemps, mais je pense que vous comprenez le principe. En fait, on est rendu des maîtres à se sauver de la souffrance et de la douleur. Fait que tout ça vient de notre désir à ce que la balance penche tout le temps plus du côté du plaisir et moins du côté de la douleur. Mais en fait, c'est exactement cette quête-là qui fait qu'on se retrouve plus dans un état mental souffrant ou de douleur que du plaisir. Puis la vérité, c'est que ce qu'on devrait chercher, c'est un équilibre. On ne devrait pas fuir la douleur et essayer de combler ça avec des patchs, des band-aids, des trucs qui nous amènent un plaisir sur le moment, qui font pencher la balance du côté du plaisir sur le court terme, mais qui, dans le long terme, comme j'ai expliqué, va tout le temps nous ramener dans cette réalité-là. L'équilibre est la clé. Fait que, ici, ce qu'on peut regarder, dans le fond, notre cerveau, quelle voie tu penses qu'il va choisir? Puis là, quand je dis douleur, là, je parle pas nécessairement de douleur physique. Oui, douleur physique, mais en fait, ce que je veux ici qualifier de douleur, c'est toute sensation désagréable. Hein? Fait que avoir faim, c'est la douleur de manquer de nourriture. Fait que quand on parle de douleur, on veut en arriver à subvenir à un besoin. Si on reprend l'exemple de la faim, c'est la douleur de manquer de nourriture. Donc, je dois combler ce besoin-là en mangeant. Quel chemin penses-tu que le cerveau va préférer? Le chemin droit, straight to the point, directement ici, rapide, facile, ou le chemin compliqué pour se rendre à la même conclusion? Fait que l'exemple de la faim ici, si tu as faim et tu vas être rassasié, le chemin le plus facile va être celui qui, dans le fond, le cerveau, là, il veut prendre le chemin qui demande le moins d'effort pour en arriver à sa faim. Fait que l'exemple parfait, tu as faim, tu craves du fast food, tu craves de la nourriture qui est rapide à préparer, qui a beaucoup de calories, qui va te rassasier le plus vite possible. Quand tu as vraiment faim, là, tu remarqueras. Contrairement à prendre le chemin compliqué, s'éduquer sur la nutrition. Aller à l'épicerie, tu t'es éduqué, fait que là, tu vas faire des meilleurs choix. Acheter des aliments sains, c'est moins savoureux. C'est souvent aussi moins rapide à consommer, on doit le cuisiner. Fait que c'est normal, le chemin le plus simple, c'est celui que le cerveau veut emprunter. Mais quand on a mal, c'est la même maudite affaire à tous les jours. J'ai des conversations, les gens m'écrivent parce qu'ils ont des douleurs et ils veulent que je les aide. C'est ça ma job. Fait que, tu sais quoi le pattern que je vois le plus souvent? Ces gens-là, la première affaire qu'ils essayent, c'est toutes des approches passives. C'est j'ai mal, je veux un soulagement. Là, maintenant, je veux savoir quoi faire. As-tu un exercice à me donner? Ou c'est pas comme ça que ça marche. Fait que les gens, soit qu'ils vont se reposer ou c'est toute forme d'exercice, puis ils consultent pas parce que c'est compliqué. Tandis apprendre, emprunter le chemin le plus compliqué, une approche active,
tu vas consulter, tu te fais évaluer, quelqu'un te fait un plan d'exercice, il ne fera pas la job à ta place. Bien plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, en fait, que de se coucher sur une table puis dire, lui, il sait ce qu'il fait, moi, je connais pas ça, guéris-moi, fais des miracles. Combien de fois je l'ai entendu ça quand j'étais masso? Puis, l'approche qui emprunte le chemin plus complexe, encore une fois, l'approche active, implémentée dans ta routine quotidienne, du temps pour t'occuper de toi et de ta santé physique et mentale. Bien plus compliqué que de se coucher sur une table puis laisser quelqu'un te faire un massage, des traitements d'ostéo, de chiro, peu importe. Puis finalement, tu reviens chez vous, tu cherches pas à en apprendre plus. Tu te dis l'autre, il connaît ça. Fait que tu arrives chez vous, à une grosse journée, écoute Netflix, tout est beau. Le masso, il a dit, là, il va t'arranger ça, tu étais tendu, puis tu as une affaire, un problème à l'affaire du rotateur. Une approche active, il faut que tu cherches à te poser des questions. Puis quand tu as des questions, ben tu cherches des réponses. Tu fais des recherches. Tu écoutes du contenu éducatif, comme tu es en train de faire en ce moment en écoutant mon atelier. Fait que good job pour prendre ce chemin-là, puisque tu t'en vas contre ton instinct de prendre le chemin rapide et facile. Fait que finalement, on veut tout le temps aller vers le chemin où il y a moins de résistance pour atteindre notre but. C'est normal, notre programme de survie repose sur ce mécanisme-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, à l'époque où on vit, ce n'est plus adapté. On n'a jamais été autant dans l'abondance. Et pourtant, on n'a jamais été autant dans des situations problématiques en termes de stress. Et c'est là qu'on voit que cette abondance-là a un coût. Cette abondance-là nous amène un soulagement rapide parce que c'est la voie facile. Mais ce qui arrive, c'est que ça nous rattrape plus tard. Par exemple, en ce moment, tu ne files pas, tente pas d'aller au gym, fatigué, faire ça une autre fois. Le repos complet, dans le long terme, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup moins de force. Moins de force, plus de risque de blessure. Approche passive, encore une fois, si on revient, tu as mal, tu veux aller te faire masser. Parfait, mais là, tu dépends de quelqu'un. Tu n'as aucun pouvoir sur ta douleur. La fréquence des traitements, c'est quoi? Tu vas te faire masser si tu es chanceux une fois par mois. C'est loin d'être un effort quotidien. C'est loin d'amener les bénéfices que tu aurais besoin dans ta vie sur une base régulière. Puis ne pas s'éduquer, c'est littéralement faire confiance complètement aveuglément à quelqu'un. Et ça, j'ai bien de la misère avec ça. Parce que j'en entends des affaires des fois que je suis comme... Ça n'a aucun bon sens, là. De gens qui travaillent dans le domaine et qui vont dire des choses. Fait que tu le sais pas, qu'est-ce que l'autre te dit, si c'est vrai ou pas vrai. Tu vas tout gober ça. Il va te dire, ah ouais, t'as mal à cause de ça. Puis là, ah ouais, la chose, il m'a dit que c'est à cause que j'ai les épaules avancées, que j'ai mal comme ça. Tu n'as aucune capacité à détecter puis à juger là, si ces choses-là sont vraies. Puis ça, c'est épeurant quasiment. Tu peux te faire dire n'importe quoi puis gober ça. J'aimerais pas être dans cette position-là. Fait que tout ça pour dire, quand tu prends le chemin compliqué, ça soulage beaucoup moins sur le coup. Mais, si on regarde le pattern, prendre la voie difficile, fait faire une routine d'exercice, aller au gym de façon régulière, tu sécrètes des endorphines, tu te sens accompli, tu gagnes la force, tes tissus deviennent plus résistants. Choisir une approche active, comme vous faites en ce moment dans le programme, tu t'appropries le pouvoir sur ta douleur et tu t'éduques. Savoir reconnaître quelqu'un de compétent, d'incompétent et la capacité à savoir qu'est-ce que tu as besoin pour toi. Quelqu'un, il dit, fais ça, tu le fais, puis tu es comme, non, je file pas, ça me fait mal. Il y en a plein qui me disent ça, qui vont voir des physios, qui font des exercices, puis ils me disent, cet exercice-là, depuis le début, il me fait mal, puis je le continue parce qu'il m'a donné ça. Puis je suis comme, tu es juste en train d'entretenir ta douleur, ton corps te parle, puis là, tu ne l'écoutes pas parce que tu mets ta confiance dans les mains de quelqu'un qui n'est pas toi. Puis il n'y aurait personne de mieux placé que toi pour bien cerner le message. Par contre, ça veut dire, c'est pas non plus parce que tu as pas mal qu'il faut que tu te mettes à avoir peur de tout faire. Fait qu'il faut juger.
La morale de l'histoire, l'inconfort, le stress et la douleur font partie de la vie. Toutes sont essentielles, OK? Le poison est dans la dose. Fait que le stress est essentiel et même bénéfique. Le stress chronique, tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, c'est une autre histoire. Fait que c'est vraiment représentatif ici. Quand on dit le poison est dans la dose, ça vaut pour pratiquement tout dans la vie. Tu sais, ils vont sortir des affaires, des médicaments. Encore une fois, oui, il y a des médicaments que ça a des effets secondaires, puis ça peut être négatif, comme ça peut être positif. Tout est dans la dose. Fait que finalement, cette balance-là entre le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique, comment faire en sorte qu'on peut, dans une époque où pratiquement tout le monde a le système nerveux sympathique suractivé, comment est-ce qu'on peut ramener l'équilibre là-dedans et rebalancer ça vers une activation du système nerveux parasympathique? Bien, premièrement, identifions les choses qui peuvent activer le système nerveux sympathique. C'est con, mais la caféine. Encore une fois, le poison est dans la dose. Hein? Moi, je prends un café le matin, ça finit là. Il y en a qui se prennent 4 energy drinks par jour, des cafés à profusion. Définitivement, tu roules sur le cortisol, sur l'adrénaline à journée longue, même si tu dis que tu te sens bien comme ça et que tu dors super bien, c'est se mettre la tête dans le sable. L'entraînement, niaiseux, mais s'entraîner, c'est un stress pour le corps. Le cardio. Le cardio augmente le cortisol aussi. La nutrition, fait que là, tracker tes choses, faire attention, tout ça. Et j'ai mis etc. Là. Je n'aimerais pas tout, mais gars, le travail, balancer ça avec la famille. Si, je sais pas moi, tu as tel événement qui arrive, tu as ci, tu as ça dans ta vie. Fait que tout ça, là, c'est des éléments qui activent le système nerveux sympathique, là, qui nous rendent plus stressés. Fait que l'entraînement, cardio, nutrition, tout ça, comme je dis, le poison est dans la dose. Quand tu es surchargé, effectivement, l'entraînement peut commencer à devenir plus nuisible que d'autres choses. Je ne parle même pas de surentraînement, là. Je parle juste de ton système nerveux, il est complètement surchargé, puis tu t'en vas en rajouter par-dessus. Il va falloir commencer. Je nomme tout le temps cet exemple-là, mais on parle, mettons une analogie. Mettons que tu as une multiprise, là, puis tu as 10 prises possibles là-dedans, puis que toutes tes prises sont chargées. Là. Il y a quelque chose de plugué dans chacune d'elles. Puis là, tu arrives et tu veux rajouter l'entraînement, une nouvelle prise. Il n'y a pas de place. Il va falloir que tu enlèves quelque chose pour faire place à ça. Fait que ça demande beaucoup d'introspection. Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance du côté du système nerveux parasympathique? Ça a tellement l'air cliché, mais la méditation. Puis, calique, t'es pas obligé de t'asseoir puis de faire des bruits, puis ci, puis ça. Là. On parle juste de mettre un moment sur pause où que tu cherches rien à changer. Puis, je me parle en vous parlant, OK? Il faut absolument que j'implémente ça, moi aussi, puis de juste faire comme gars, je prends 5 minutes, je m'en vais m'asseoir dehors, pas de téléphone, rien, je reste assis là. Puis, sais-tu quoi, les fois que je fais ça, je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais faire après. Je suis en train de penser à qu'est-ce que je peux améliorer dans mon service, qu'est-ce que je vais. Puis là, je suis en train de prendre l'avance dans ma tête. Je suis pas dans le moment présent, je suis à plus tard. Je suis assis sur le balcon, dehors. Mais dans ma tête, je suis en train de travailler sur mon ordi à avancer les choses. Fait que tu vois-tu à quel point c'est quelque chose de contradictoire? Dans la réalité, tu es à un endroit, dans ta tête, tu es à un autre. L'action de méditer, ça peut être aussi simple que de s'asseoir puis de prendre connaissance de ça, puis se dire, je m'assois là, 5 minutes, puis j'avance rien, puis je ne fais rien pour essayer de changer ce moment-là. Puis là, ce qui arrive, tu envoies une pensée pour essayer de changer ce moment-là, pour essayer de prendre l'avance sur plus tard. Puis là, tu te dis, ah, je viens d'essayer de prendre l'avance, je m'arrête là maintenant. Ce moment-là, il n'y a rien à changer. Puis sais-tu quoi, ça va revenir, puis ça va revenir. C'est ça, méditer, c'est prendre conscience de nos patterns qui cherchent à nous amener dans le plus tard plutôt que dans le maintenant. Puis je dis pas ça comme ça a l'air fou, là, mais il y a tellement d'études qui démontrent un effet positif de la méditation sur les niveaux de douleur. Je parle même pas des multitudes d'autres bénéfices que ça a, mais juste sur la gestion de la douleur.
Il y a vraiment des études qui démontrent que la méditation, ici j'ai pris un type de méditation, la pleine conscience, mindfulness en anglais, qui est un petit peu ce que je viens de décrire, là, tout simplement de prendre conscience de tout ce qui nous entoure dans le moment présent. Ça a un effet ultra positif sur notre perception de la douleur. J'ai déjà décrit un petit peu ici, là, ça peut être la pratique de la gratitude, d'essayer de faire comme peser la balance. Quand on a mal, je comprends, là, on voit beaucoup de choses comme étant négatives, on voit beaucoup de choses comme étant effrayantes, mais de s'asseoir 2 secondes puis de reconnaître que, crime, je suis plus en sécurité que je pensais. Je suis assis chez nous, dans mon divan, je suis en sécurité, ça va bien, c'est correct. Juste le fait de reconnaître ça diminue notre système nerveux sympathique. Quand on est capable de vraiment croire qu'on est en sécurité, définitivement, les niveaux de stress descendent. S'ancrer dans le moment présent, regarder autour, observer, ressentir et arrêter de penser à plus tard. Fait que moi, le truc, c'est de mettre une alarme. Tu te choisis une heure, tu te dis, je sais qu'à cette heure-là, je ne suis pas en train de travailler. Ça peut être ton dîner, là. Mettons, tu as 30 minutes, une heure de dîner, puis en 30 minutes, tu as fini de manger. Il te reste 30 minutes de libre. Mets-toi une alarme. Parce que même si tu te dis, ah, je vais le faire quand je vais dîner, ça se peut que tu oublies. Fait que tu te mets une alarme, puis tu n'es pas obligé de faire ça pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 5 minutes, juste t'asseoir, puis pratiquer le mindfulness, la pleine conscience dans le moment présent. Et j'aime beaucoup, il y a l'application Headspace, là. Il y a plein de méditations. Et en plus, je pense qu'il y en offre en français maintenant. J'adore. Tu as plein de thématiques. Tu mets ça, tu en as des méditations de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Tu choisis celle que tu veux. Tu te mets ça en plein. Ton alarme sonne à midi, tu t'assois, puis tu mets ça 5 minutes, tu respires. Ça fait du bien. Fait que, application Headspace. Et Headspace ont aussi fait un documentaire sur Netflix qui s'appelle le guide Headspace de la méditation. Je l'ai écouté en anglais, mais vraiment cool comme petit documentaire. Les épisodes sont 10 minutes, là, fait que ça t'éduque justement sur les bénéfices de la méditation. Tu as plusieurs types de méditation. Fait qu'ils m'ont dit, bon, aujourd'hui, on aborde le sujet la douleur. L'autre épisode, ça va être sur la colère. Fait qu'ils prennent une thématique, ils développent là-dessus 5 minutes, puis après ça, ils te donnent un petit exercice de méditation, 5 minutes. L'épisode, il dure 10-15 minutes dans le top. C'est super simple, c'est des petits bonhommes comme ça. Fait que c'est vraiment cool. Pour vrai, là, fait que sur Netflix, allez trouver ça. Puis tu peux te mettre un petit épisode là, le soir ou bien si tu travailles de chez vous, n'importe quand dans la journée. Ensuite, autre que la méditation, là, je pourrais suggérer une panoplie de suppléments, là, puis le but, c'est pas d'embarquer non plus dans la voie facile, de penser que tu prends des suppléments, tout est réglé. Mais ça peut aider, là, j'en ai nommé un qui est pour moi un de mes tops, mais il y en a plein d'autres. La théanine, super intéressant. La théanine, quand on est en mode hyperactif, là, on va être, par exemple, j'essaye de résoudre un problème. Les ondes que notre cerveau va générer, c'est les ondes gamma. Donc, on voit ici, plus on est calme, plus les ondes reflètent ça. La théanine, c'est un supplément qui réussit à traverser la barrière du cerveau. Soit dit en passant, il y a le magnésium thréonate qui est attaché à une molécule de théanine, que c'est la seule forme qui traverse la barrière du cerveau à cause qu'il est lié à une molécule de théanine. Et la théanine vient promouvoir les ondes alpha quand on est relax. Donc, pas endormi, mais relax. Fait que ça peut être super intéressant, surtout les gens hyperactifs. Puis, ça agit par un mécanisme qui est, ça diminue l'action du glutamate, qui est dans le fond un neurotransmetteur excitateur. Fait que dans notre corps, on a des neurotransmetteurs qui viennent exciter, puis on en a d'autres qui viennent relaxer. Fait que ici, ça vient moduler l'action du glutamate, qui est excitateur, et ça vient aussi jouer sur le GABA, puis le GABA, c'est un neurotransmetteur calmant. Donc, ça diminue l'anxiété, ça favorise un état de relaxation. Ça pourrait améliorer le sommeil. Je veux dire, mon expérience personnelle, j'ai une Oura Ring, fait que je peux observer l'impact sur mon sommeil et je vois clairement mon sommeil paradoxal et profond augmente quand je prends la théanine. On parle de dosage de 200-400 mg par jour.
Fait que ça, c'est des choses que, en tout cas, vérifie avec ton médecin pour voir si ça peut te convenir parce que je suis pas médecin. Fait que mon expérience personnelle, j'aime beaucoup la théanine. Très peu d'effets secondaires, super sécuritaire. J'ai vu des études qui montaient ça à coups de grammes par jour sans danger. Fait que je te dis pas de prendre des grammes, là. Comme je dis, la dose normale recommandée, c'est celle-là ici. Mais j'ai déjà expérimenté avec des plus grosses doses que ça. On le ressent plus, mais en termes de sécurité, c'est assez sécuritaire. Fait que tout ça pour dire, regarde ça avec un professionnel, puisque c'est pas ma job. Niaiseux, mais on peut rajouter par-dessus ça des activités plaisantes, sans but de performance. Ça, je me parle encore une fois. Écoute, ça peut être de la musique, mais moi, je me retrouve à vouloir apprendre puis performer puis à être fâché quand que je rate une note puis là, je recommence. Fait que c'est vraiment dur pour moi de trouver quelque chose que je m'assois puis je peux me vider la tête puis me dire je fais ça puis il y a pas de être bon là-dedans. Et l'année passée, ce que j'ai trouvé en fait, c'est que ça me tentait de faire quelque chose. Tu sais, mettons, il y en a pour qui ça peut être des casse-têtes, par exemple. Tu t'assois, tu vides le cerveau, puis t'en arrives à faire un casse-tête. Moi, j'avais envie de quelque chose qui pouvait être différent. Tu sais, tu donnes un casse-tête à quelqu'un, ça va finir par la même chose que ce soit n'importe qui le fasse. Fait que moi, ce que j'ai trouvé pour moi personnellement, c'était le coloriage. J'ai acheté des crayons de bois. Il y a un gros kit sur Amazon. Il y a des crayons à alcool qui sont super intéressants aussi, que j'ai envie d'explorer. Puis j'ai acheté un livre à colorier pour adultes. Fait que de même, à part d'essayer de ne pas dépasser des lignes, il n'y a pas vraiment de performance associée. Puis oui, j'essaie de prendre des couleurs, puis de faire des petits dégradés, puis d'essayer de rendre ça beau, mais ça reste que euh, je me sens pas comme si j'étais en train d'essayer de performer en faisant ça. Je m'assois dehors, là, puis je mets un peu de musique, puis je fais juste ça pendant 1 heure, puis je pense à rien. That's it, that's all. Euh, Puis ça arrive pas à un résultat pareil pour tout le monde. Tu sais, ça, c'est ce qui est important pour moi. Fait que faire un casse-tête, j'aimais pas tant l'idée pour moi personnellement parce que je le sais que je vais arriver à la même fin que n'importe qui. Il n'y a pas de place à la créativité. Le coloriage, je peux quand même choisir des couleurs différentes et tout. Fait que c'est ce que moi j'ai trouvé, mais super important de se trouver une activité où on peut vider notre cerveau puis qu'on le fait pour le peu plaisir. Puis souvent, tout ce qui est musique et art, vont nous amener dans une zone de parasympathique. Le sommeil, ultra important. Puis, coaching, support, avoir des gens qui nous entourent aussi, qui nous comprennent, qui reflètent nos valeurs. Tu sais, c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un d'être tout seul là, dans cette aventure-là de quête, de s'améliorer en tant qu'humain, que ce soit à travers le fitness, l'entraînement, la rehab, la nutrition. Tu sais, si tu es tout seul chez vous à essayer de bien manger, c'est bien moins facile, là. Fait que avoir quelqu'un qui est là pour te coacher, en qui tu investis, que tu peux faire comme oh shit, il m'arrive ça, puis là, tu as une montée d'anxiété, puis que cette personne-là a dit c'est good, voici la solution, capote pas, tu implémentes ça, le lendemain, tu fais comme ah, hey, ouais, j'avais pas vu ça de même, finalement, ouais, c'est correct. Fait que toutes ces choses-là t'aident à prendre le pouvoir sur ta santé. Et ça augmente tes niveaux de confiance et ça augmente ta capacité à croire que tu peux réussir. Fait que tout ça pour dire d'avoir une certaine capacité plutôt que de faire comme aïe aïe, j'ai mal partout, puis là je sais plus quoi faire, chaque fois que je vais m'entraîner, je me scrape. Enlever l'exercice, là, enlever l'entraînement de ma vie, ça me ferait chier. Littéralement. Fait que moi, ma mission de vie, c'est de permettre aux gens, je fais tout en mon pouvoir pour faire en sorte que l'entraînement soit dans le pire des cas tolérable, dans le meilleur des cas, aucune douleur. Dans la majorité des cas, je dis tout le temps, moi, il faudrait qu'on me coupe les 2 bras et les 2 jambes pour que je m'entraîne plus. Et encore. Parce que l'entraînement, c'est ce qui nous fait sentir accompli. Ça crée des endorphines, ça nous crée un soulagement. Déjà sur le coup, même si c'est pour le long terme, n'importe qui fait une bonne dose d'exercice, là, que ça ne tentait pas, puis il sort du gym, ça fait du bien sur le moment aussi.
Et l'éducation, pour moi, c'est ultra important, comme tu peux voir en ce moment. Ça aide à mieux te comprendre, ça aide à comprendre tes limites, à les reconnaître et à mieux doser tout ce qui peut faire en sorte que tu dépasses tes limites. Et quand tu les dépasses, ça t'aide à mieux comprendre quoi faire. Et c'est ça que j'essaye de donner à travers le support que je vous offre. D'avoir quelqu'un qui t'aide à monter les escaliers. Peu importe c'est où ta destination. Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir une vie complètement sans douleur? Je le sais pas. Même moi, j'ai de la misère à croire. Il y a tout le temps des petits bobos. J'ai pas de blessure, mais je peux pas dire que j'ai jamais mal nulle part. J'ai des tensions. Puis honnêtement, je le sais pas. Moi, je me dis quelqu'un qui dit non, 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 moi, j'ai pas mal nulle part. Puis que c'est vrai, ça doit être extrêmement rare. Puis je pense que la majorité, même si c'est une minorité qui vont dire qu'ils ont pas mal nulle part, je pense qu'ils sont peut-être juste même pas à l'écoute de leur corps, tu sais. Fait que monter ces escaliers-là, ça veut pas dire quand tu arrives en haut que tu vis une vie parfaite et sans douleur. Ça veut juste dire que tu avances. Puis c'est ça qui est important, c'est de ne pas rester en bas. Puis malheureusement, ce que je vois, c'est beaucoup de monde qui reste ici. Ils vont avoir des massos, ils vont avoir des ostéos. Puis là, pendant des mois, ils ont mal. Ils essayent d'aller au gym, ça fait mal. Ils baissent les charges. OK, ben là, ça fait moins mal, mais là, tranquillement, ils essaient de monter les charges. Ça refait mal. Ah, ils arrêtent d'entraîner le haut du corps parce qu'ils ont mal à l'épaule ou peu importe où qu'ils ont mal. Puis ils restent là. Fait que c'est important de comprendre. Ta destination, ça veut pas dire que ça va être le paradis, puis la vie sans douleur, puis que tout va être beau. Mais ça se peut que tu vois le progrès après un certain temps et que quand tu regardes à la fin de tout ça, tu es rendu en haut de ta montagne, puis tu te dis crime, j'en ai fait du chemin. Puis oui, j'ai encore des petits bobos, mais je suis capable de reconnaître quoi faire quand que j'ai quelque chose j'ai un flare-up, j'ai une augmentation de douleur. Je suis capable de comprendre qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi que ça a augmenté, qu'est-ce que je peux faire. Je sors ma petite balle, je fais mes automassages, je sais où aller, je sais avec quelle force peser. Puis tout ça, ça vaut tellement plus que de laisser ça dans les mains de quelqu'un. Fait que je te laisse sur cette note-là. En vrai, l'inconfort, comme j'ai dit, fait partie de la vie. Malgré notre instinct, malgré ce qui a rendu l'humain humain, avec toute la technologie, avec tout ce qu'on a créé pour essayer de fuir la douleur et l'inconfort, malheureusement, selon moi, c'est une loi de l'univers. Ça fait partie de la balance. L'inconfort va toujours être là. À toi de choisir lequel. Est-ce que tu veux te soumettre maintenant à un inconfort dans le court terme et prendre la voie difficile pour une vie plus confortable dans le long terme, ou tu veux soulager maintenant, mais tu vas voir, ça va te rattraper plus tard. Et ça, l'exemple parfait, c'est la drogue. Tu te sens stressé, fume un peu de pot. Tu te sens stressé, bois un verre. Et là, c'est là que on nourrit un pattern où on prend la voie qui nous amène un confort à court terme. Il y en a que c'est le fast food. Il y en a que c'est de sauter de relation en relation. Mais on le sait tout où que ça mène. Dans le long terme, tu vas être inconfortable. Fait que choisis ton inconfort parce que ça fait partie de la vie. Fait que là-dessus, j'espère que c'était assez clair, que ça t'aide à comprendre l'impact du stress sur la douleur, que ça t'a aussi montré l'impact euh, qu'on peut avoir en diminuant nos niveaux de stress. J'espère aussi que les petites stratégies que j'ai données, là, je ne suis pas psychologue et c'est le genre de choses qu'on peut aborder un peu plus en privé si tu sens que c'est un problème. Mais je te conseille fortement d'adresser ça parce que si tu cours à droite puis à gauche, puis que là, tu rentres tes entraînements là-dedans, puis tu es ultra performant, tu veux absolument faire tes 4 entraînements semaine, tu veux absolument faire tes 10 000 pas par jour. Là, tu es dans mon programme, tu veux faire ta rehab 5 fois semaine. Là, tu veux pas déplaire à ton chum, à ta blonde, fait que là, tu vas faire une activité. Puis là, tes enfants, il faut que tu ailles les porter. Puis là, puis là, puis là, à un moment donné, il va falloir que tu t'assieds avec toi-même, puis que tu vois toutes tes plugs, là. T'en as 10 espaces, puis t'en as 12 là, qui sont en train de rentrer. Il y en a qui rentrent dans le même trou, ça marche plus. Fait que faire un grand ménage là-dedans, s'asseoir, puis si je peux finir sur cette note-là, là, comme j'ai dit, je suis autant coupable que tout le monde de vivre avec du stress. Puis il y a un exercice qui m'aide beaucoup, puis si jamais il vous intéresse,
juste me le dire, là, je vais vous l'envoyer, mais ça prend un bon 2 heures à faire. Tu t'assois avec toi-même, puis tu fais un bon ménage sur ces plugs-là. Qu'est-ce qui tire de l'énergie? Puis quand tu as tout ça d'en face, puis qu'enfin tu vois les plugs, puis tu les identifies, puis tu dis ça me tire de l'énergie. J'aimerais vraiment tirer à la plug là-dessus, mais là, je sais pas comment. C'est sûr que tu ne trouveras pas la solution si tu n'es même pas capable de reconnaître que ces plugs-là existent. Fait que juste d'en prendre conscience, puis après ça, de faire OK, j'ai 3 choses qui, en ce moment, vraiment augmentent mon stress, nuisent à ma vie. Ben, une fois que tu les reconnais, tu peux ensuite te poser la nouvelle question qui est comment est-ce que je peux les enlever de ma vie ou les diminuer. Puis tu vas voir, à seconde que tu te poses la question, il y a des portes qui commencent à s'ouvrir vers des solutions. Je le sais, je l'ai faite. Puis je l'ai faite en me disant, ouais, mais ça ne va jamais éliminer. Tu sais, si je fais ces choses-là, c'est parce que je n'ai pas le choix. C'était complètement faux. À la seconde que je les ai identifiées, il y a des choses comme par coïncidence qui se sont offertes à moi. Fait que ça peut être super intéressant de s'asseoir puis de tracer c'est quoi on va appeler ça nos draineurs. Tout ce qui te draine dans ta vie, puis de mettre une note sur 10, puis de voir, OK, les 3, les 4, peu importe le nombre qui sont à 10 sur 10, il faut que ça soit un non négociable que tu enlèves ça de ta vie. Sinon, tu vas tout le temps être stressé, puis tu n'auras pas de place à ajouter des nouvelles choses comme peut-être ta rehab, ton entraînement, faire des activités avec les gens que tu aimes, etc. Il faut que tu fasses la place avant d'essayer de rajouter des plugs sur des plugs qui sont déjà remplis à côté. Fait que là-dessus, j'espère avoir fait réaliser certaines choses, surtout par rapport, je veux être le plus efficace possible avec toi pour guérir ta douleur. On va dire guérir entre guillemets, j'aime pas le mot, mais il faut adresser le plus de sphères possible et le stress en fait partie. Fait que j'espère que ça va avoir pu t'éclaircir sur certains trucs.